Bonjour, vous m'entendez, c'est bon? Super. Du coup, je m'appelle Anna Balège. C'est moi qui vais ouvrir. On fait 15 minutes à tour de rôle. Merci de l'invitation. Je suis super contente d'avoir été invité ici. Je suis super contente d'avoir profité de l'occasion pour inviter Clément, parce que si je peux encore me présenter en tant que professionnel de santé mentale en étant trans, c'est aussi parce qu'il y a des gens comme Clément qui existent. Donc, je voulais rendre hommage. Cadeau. Donc, Quoi? Ah bah non. Alors, c'est moi qui vais commencer. Je vais vous parler de nosographie. En fait, je voulais faire un truc méga conceptuel et ça m'arrange vachement d'avoir Clément à côté parce que comme il bosse en pratique, bah, je peux vraiment faire n'importe quoi. Je me suis fixé un objectif un peu à la con, c'est que je vais vous bombarder de trucs et vous allez probablement rien comprendre. On m'a dit que c'était des gens qui venaient d'horizons très différents. Je pense, le but c'est que vous pigiez pas, hein, qu'on soit clair. Je me suis dit que c'était malvenu de faire une première bonne impression aujourd'hui. Du coup, je ne sais pas si au final je vais vous parler de nosographie, parce que c'est la fin de journée, tout le monde est fatigué, et je suis sûr que tout le monde ne connaît pas forcément le mot. Du coup, la nosographie, c'est les classifications médicales. Il y a des gens qui geekent ça et qui aiment ça. Moi. Mais du coup, je me suis dit que c'était plus cool, on va parler d'enjeux de pouvoir. Et après, j'ai vu les gens à la pause et je me suis dit, c'est pas dans cette salle qu'on va pogo. Du coup, on va parler d'épistémologie. Donc l'épistémologie, c'est qu'est-ce qu'on sait, pourquoi on le sait, comment on sait qu'on ne sait pas. Et je vois vos gueules, on va pas parler d'épistémologie, on va faire de l'oppression. C'est clairement c'est ce que vous subissez là tout de suite, ça a l'air d'être fatigant. Quand même. Non, je plaisante, c'est surtout ça en fait. Je n'avais pas trouvé un titre à ma partie, donc je me suis dit qu'un mime, c'était pas plus mal. Donc je vais vous expliquer globalement, avec les 13 minutes qui me restent, qui clochent chez vous. Et vous êtes obligé de me croire parce que je suis docteur. Plus précisément, je suis médecin psychiatre, je suis sexologue, je travaille dans une approche plutôt d'obédience Mad Pride. Actuellement, je finis un doctorat de santé publique à l'université de Tours. Je suis au réseau français d'entente de voix, à la Société française de santé publique. Je suis au comité de rédaction de la revue Santé publique. Je bosse avec Transgender Europe et Gate sur différents projets. Je suis vegan, je suis sagittaire ascendant Gémeaux. Je suis vachement plus sympa à écouter. Et voilà, j'ai pas de lien d'intérêt financier particulier, d'ailleurs j'ai pas de sous. Hein, je veux dire, il n'y a pas de sous en recherche trans, et quand vous prenez un angle comme celui que je prends, il n'y a pas de sous à aller chercher. Donc je prends les donations en liquide et PayPal. On peut s'arranger sur d'autres moyens sur le principe, mais le liquide c'est quand même vraiment bien. Hein. Avant que ça disparaisse, faut en profiter. Bon voilà, j'avais 15 minutes, j'en ai pris 4 pour rien. Du coup, bah, on va y aller. Donc faut partir de quelque part. Moi quand je démarre une présentation, je démarre un peu toujours des travaux de la HAS. Parce que ça a une double fonction, tu démarres de quelque part, mais en même temps, vraiment, tu démarres de rien, quoi. Et du coup, moi, ce doc, là, la note de cadrage, c'est un document que j'adore. J'arrive pas à faire un commentaire en moins de 8000 mots, ce qui emmerde beaucoup de comités de rédaction. Notamment, moi, j'aime beaucoup ce paragraphe. Alors, au début, c'est une note de cadrage. Une note de cadrage, ça veut dire qu'il faut faire un truc, mais on sait pas quoi faire, donc on va essayer de donner une direction. Et après, on va demander à des gens compétents de faire du travail. Pareil qu'il y a des gens compétents dessus, je leur fais confiance. Du coup, dans la note de cadrage, il y a cette première question de dire comment est-ce qu'on définit. Comment est-ce qu'on définit ce que c'est qu'une personne trans en l'occurrence, mais en fait ça pourrait être n'importe quoi, on s'en fout. Comment est-ce qu'on définit une population en termes de santé publique? Parce qu'on veut rendre service à une population, il faut qu'on puisse la définir. Mais en fait, on s'en fout de la définir. En fait, en vrai, ce qui compte, c'est la taille. C'est quelle taille de population on vise. Et donc, par exemple, la HAS, ils estiment, basé sur une étude qu'ils n'ont pas forcément très bien lue, que la prévalence des personnes trans en France, c'est 355 pour 100 000, donc c'est 0,3% de la population, et basta. Et ils ont en plus l'honnêteté de dire que c'est en prenant l'identité de la personne. Du coup, ça choque forcément, parce que si on prend un des papiers qui fait référence en ce moment, qui est plus récent sur la taille des populations trans, vous voyez ce papier, en fait, je vous le fais en résumé, hein, mais il s'intéresse à l'effet de la définition sur la taille de la population qu'on a à la fin. Et suivant comment on définit les personnes trans, qu'on peut définir comme les gens qui ont recours au système de santé, les gens qui reçoivent un diagnostic, les gens qui entament une transition, ou par exemple pour la police française, les gens qui font leur changement de prénom depuis le début d'année, suivant le critère que vous allez utiliser, vous allez arriver sur des tailles de population qui sont vachement différentes. Et si vous prenez les adultes de plus de 25 ans, a priori les études ont tendance à dire qu'il y a entre 17 et 4500 personnes trans pour 100 000 personnes. Qu'est-ce que vous faites de 17 à 4500 ? Bah, sur le principe, rien. Mais en fait, si. En fait, si. Ce que vous faites, c'est que vous choisissez votre définition par rapport à votre objectif final. Donc, mon propos aujourd'hui, comme ça vous n'avez plus besoin d'écouter la suite de mon hiatus, c'est la science, c'est un peu de la politique, en fait. Parce que on a un modèle de santé qui ne marche pas, on a des besoins qui sont catastrophiques, on a un système de santé qui n'est pas organisé comme il devrait l'être,
il est censé être organisé comme ça. En France, on fait des pyramides à l'envers, on met tous les moyens en haut. On aime l'expertise en France, on aime les chefs, les gens qui ont des diplômes à en pu finir. Et je le sais parce que j'ai des diplômes à en pu finir. Et apparemment, on m'aime bien. Mais le problème des systèmes qui sont construits à l'envers des besoins de santé, qui sont construits à l'envers des populations, c'est qu'on se retrouve toujours à un moment ou à un autre avec une question de gatekeeping. Avec une question, vous allez devoir avoir une expertise pour dire « toi, tu as droit, toi, tu n'as pas droit ». Et du coup, il y a un petit enjeu de pouvoir qui se joue à cet endroit-là. Du coup, comme on aime bien les diagnostics, et que moi je suis médecin, donc j'aime bien les diagnostics, je me suis intéressé aux diagnostics. Alors cette présentation m'a fait ressortir mon travail de thèse de médecine qui avait beaucoup plu à mon université, où je m'étais intéressé à la reproductibilité, la falsifiabilité et la validité des diagnostics psychiatriques. La reproductibilité, ça veut dire, normalement, vous devez avoir le même diagnostic, quel que soit le point d'entrée dans le système par lequel vous rentrez. La falsifiabilité, ça veut dire, vous pouvez donner tort à ce diagnostic. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de donner tort à un ou une psychiatre, là, mais éclatez-vous avec ça. Et la validité, c'est en plus, il faut que votre truc il corresponde à quelque chose. Bon, donc dans ma thèse, j'étais quelqu'un de très différent à l'époque, du coup, je m'étais intéressé à les études sur le DSM. Moi, j'ai bossé sur la CIM 11. Du coup, j'ai bossé sur le DSM, histoire de les faire chier, j'aime pas le DSM. Et pour valider le DSM, c'est un outil consensuel. Hein. Le but, c'est pas tellement que ce qu'on raconte ait du sens, parce que de toute façon, il n'y a aucun diagnostic dans le truc qui tient la route. Le but, c'est qu'on soit d'accord. L'enjeu depuis le DSM-3, c'est le fait que la profession soit d'accord dans ce qu'elle pose comme diagnostic. Et donc, du coup, le critère qu'on utilise pour tester si la classification a du sens, ça s'appelle un CAPA de Cohen. Un CAPA, on s'en fout, hein, je veux dire, c'est une mesure de ce qu'on appelle l'accord interjuge. Vous faites une évaluation par différentes personnes et vous regardez à quel point ces juges sont d'accord. Et vous trouvez un chiffre, et à 0, ils mettent le truc au pif, et à 1, ils sont tous d'accord. Et là, vous avez les chiffres, globalement, pour les principaux diagnostics de santé mentale. Donc, vous voyez que la schizophrénie, qui est quand même notre pain quotidien, hein, je veux dire, c'est là-dessus qu'on fait notre blé. Bon, c'est un peu au pifomètre, mais il y a quand même une sorte de tendance. Si vous envoyez 10 de psychiatres, il y en a quand même 4 qui vont dire le même truc, en gros, si on a dans l'idée. Le trouble anxio-dépressif, c'est cadeau, hein, c'est random, c'est au hasard, on ne sait pas quoi faire de ce truc-là, c'est le diagnostic poubelle. Vous l'avez pas, si vous le voulez, vous avez qu'à voir des psychiatres, vous finirez par l'avoir. Non, mais c'est pas moi, hein, c'est les recherches de... C'est PubMed, hein, un peu de sérieux quand même. Hein. Je veux dire, là, vous attaquez ma crédibilité. Non, mais c'est cool. On a des tas de programmes de e-santé, gestion du stress et tout, Startup Nation qui sont en train de se développer pour un diagnostic qu'on met au hasard. Du coup, je suis quand même allé chercher l'autisme. Alors, l'autisme, ça a été testé chez les enfants, parce que l'autisme chez les adultes, ça n'a aucun sens. Et vous voyez, ça a été testé à 2 endroits, et on arrive avec un CAPA de Cohen à 0,69. Alors, c'est pas mal, hein, 0,69. Quand vous êtes psychiatre, c'est le rêve. Je veux dire, vous avez... Alors, pour l'American Psychiatric Association, c'est considéré comme très bien. Si vous prenez des références de biométrie, je suis quand même allé chercher un papier des années 70 sur comment est-ce qu'on lit les chiffres pour les gens qui font de la santé qui ne connaissent pas les chiffres. Bon, c'est substantiel. Très bien, substantiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très bien pour la psychiatrie, c'est substantiel pour le reste. Je veux dire, si vous étiez cardiologue et que vous aviez des trucs comme ça, vous passeriez pour un con. Hein. Qu'on soit clair, les gens qui arrivent aux urgences, si jamais vous leur diagnostiquez un infarctus ou une embolie pulmonaire avec des CAPA comme ça sert à rien, les gens ils sont morts. On est psychiatre, on s'en fout. Je veux dire. Mais sur l'idée, il y a quand même cette idée-là. Et c'est quand même cette idée de se dire, mais merde, il n'y a pas un seul diagnostic qui est à peu près reproductible. En fait, on est toujours dans du consensuel, on est dans du groupe. Et le mieux qu'on peut obtenir sur un diagnostic, c'est qu'une partie du groupe soit dans cette idée-là. Et quand bien même vous arriviez à mettre le diagnostic, imaginons qu'il y a un système de soins, imaginons que les gens y aient accès, imaginons que ça marche, eh ben, vous arrivez quand même avec des diagnostics qui chopent pas les gens au final. C'est-à-dire que ça, c'est 2 papiers sur l'utilisation des critères DSM-5, mais qui disent à peu près la même chose, qui disent il est super spécifique, notre questionnaire, ça veut dire les gens qu'on a diagnostiqués, on est sûr qu'ils sont complètement autistes, mais il n'est pas sensible, donc en fait, on en laisse passer plein. Mais ouais, mais si vous accrochez des droits derrière, comment ça marche si vous faites ça au pif? Quel est le critère social? Et surtout, il y a quand même une notion un peu intellectuelle qui est de dire, c'est pas parce qu'un truc est reproductible, et c'est pas parce qu'un truc arrive à choper tous les gens que vous voulez choper qu'il représente quelque chose. Moi, j'aime bien, c'est un extrait d'une BD en 6-16 slides sur le syndrome neurotypique. Et c'est assez intéressant parce que vous avez toute la symptomatologie. Et du coup, vous pouvez voir en fait de quoi souffrent ces gens. Enfin, je dis ces gens, mais enfin, le prenez pas mal, hein, je sais que c'est beaucoup de vous. Mais il y a quand même cette idée-là. Une autre façon de le dire, c'est, bon, on vit dans un pays où on assigne un genre aux enfants. Et après, en général, on fait 2 catégories. Les gens qui questionnent ça, qui vont faire un parcours personnel, remettre en cause, aller chercher à gauche, à droite, se construire et se forger une identité personnelle, les malades, et les autres qui disent « Ah d'accord, les sains ».
Les 6, tu leur fais gober n'importe quoi. Je veux dire, je sais pas si vous avez écouté les annonces du nouveau gouvernement, mais clairement, il y a des soucis. Du coup, moi, j'avais commencé à bosser là-dessus. C'était mon premier papier d'épistémo. Si ça vous arrive un jour, votre premier papier d'épistémo, c'est un truc qui vous marque. Déjà parce qu'il faut arriver à écrire l'épistémo. Et aussi, bon, je suis désolé, la revue a mis des images. Et c'est seulement après que je me suis rendu compte que ces araignées et des serpents, et qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop. Je pense que c'est une barrière d'accès au savoir. Non, mais il y a quand même cette idée de se dire comment est-ce qu'on fabrique les savoirs qu'on fabrique et pourquoi est-ce qu'on les fabrique. Et ce qui est important quand même de comprendre, hein, c'est que la psychiatrie, ça n'a pas été inventé parce qu'un jour quelqu'un s'est dit je vais aider mon prochain. Hein, je veux dire, la psychiatrie, ça a été inventé parce qu'un jour quelqu'un s'est dit il faut enfermer ces gens-là, on va pas leur laisser. Non, mais ça va pas. Et donc du coup, c'est venu en kit, hein, c'est Ikea, la psychiatrie. Hein, à gauche, vous avez le kit sur comment construire les asiles, et à droite, vous avez le kit sur comment mettre les gens dedans. Donc moi, j'étais dans suite droite. J'aurais pu être dans suite gauche, mais je veux dire, voilà. On était dans l'inversion génitale à l'époque avec Esquirol, donc on était groupés avec les gays, parce que forcément, il y a un truc qui va pas. Il y avait une petite différence de diagnostic. Hein. Les gays, ils se trompaient d'objet, nous, on se trompait de sujet. Enfin bref, c'est un truc hyper intéressant. Mais voilà, donc du coup, en fait, la psychiatrie, ça a quand même été né en Occident pour justifier de qui on envoie en camp de concentration ou pas. Hein. Et camps de concentration, qu'on appelle des asiles, qu'on a recyclés, dans lequel on a installé la plupart des services hospitaliers, parce qu'on se dit que ça avait du sens, que des gens qui étaient traumatisés dans le bâtiment, ils retournent pour se faire soigner de leur traumatisme qu'ils ont chopé dedans. Puis apparemment, on fait aussi des salles d'exposés. Donc voilà. Mais ouais, la psychiatrie, c'est pas une histoire très glorieuse. Hein. Je le fais vite, hein, mais c'est l'histoire de l'eugénisme, c'est l'histoire de la stérilisation systématique, c'est l'histoire de l'extermination systématique des personnes en situation de handicap. Là-bas, à la garde du bas, c'est la stérilisation systématique aux États-Unis dans les années 1910. Ça a commencé en 1907, c'est une histoire fantastique. Bon, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps, on stérilisait les gens. Ça, c'est la carte de 2023 pour la stérilisation des personnes trans. Elle a changé pas mal, hein, quand même. Hein, je veux dire, la fin de la stérilisation des personnes trans en France, c'est... Non, c'est 2017. 2016, c'est la loi. La loi, elle est mise en application. Il y a des lois qui sont mises en application avec plus ou moins de nécessité. La loi pour les retraites a été mise en application tout de suite. La fin de l'AME a été mise en application tout de suite. La fin de la stérilisation des personnes trans, on a mis 1 an. Du coup... C'est embêtant parce qu'on a quand même un gros corpus de textes de qu'est-ce qu'il faudrait faire. On a même des textes avec des droits qui sont instanciés. Les principes de Yakarta, si vous ne connaissez pas, c'est genre l'instanciation de référence des droits humains pour les personnes LGBT, qui crée 0 droit nouveau, hein, qui reprend les droits de 1948 et qui dit hey, viens pour la déconne, on fait comme si ça concernait les gays. Et c'est ce qu'ils ont fait du coup. Et apparemment là-dedans, il y a écrit que j'ai le droit d'avoir une famille. En France, j'ai pas le droit de reconnaître mon gosse, mais dans ce truc-là, j'ai le droit d'avoir une famille. C'est cool. On a aussi un agenda politique. L'objectif de développement durable, c'est des super pastilles que vous collez sur les trucs quand vous faites un appel à projet ou un truc comme ça alors que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Mais en vrai, il y a des trucs dedans. Et on a aussi une convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU qui a été ratifiée très largement au niveau international et qui fait un standard sur justement le handicap. Ça ne doit pas être gatekeep au niveau médical. Le handicap, c'est une question psychosociale. Le handicap, surtout en santé mentale, surtout dans tous ces trucs-là, c'est des choses qui partent des limitations fonctionnelles des gens et qui amènent à une équité sociale en levant les limitations fonctionnelles. Bon, bien sûr, nous, on l'a, comme vous le voyez, ratifié le protocole additionnel. Ça veut dire qu'on a fait un zèle à mort et on a dit, nous, la France, nous sommes prêts à aller au tribunal international pour ce qu'on fait, parce qu'on est tellement sûr qu'on respecte le droit des personnes en situation de handicap. On le fait pas, on l'a signé au pif. Hein. Tous les documents humains, la France signe en disant on est le pays des droits de l'homme, donc bien sûr, personne ne les lit. Et pourtant c'est con parce que ces trucs-là vont ensemble. Je veux dire, votre convention des droits des personnes handicapées, elle va avec vos objectifs de développement durable. Ça va aussi avec l'inclusion des personnes LGBT. Il y a tout un tas de travail qui est fait là-dessus et qui amène à dire, en fait, on dit que les droits trans c'est des droits humains parce qu'en fait, on veut pas de médecin. Ça sert à rien. Genre, moi je le sais, je suis psychiatre, j'ai pas une seule compétence qui est utile à une personne trans plus qu'à une personne cis. Et en vrai, faudrait s'occuper des personnes cis, elles ont l'air beaucoup plus malheureuses. Non mais c'est vrai, hein, je veux dire, vous avez plus de chances d'être agressé par une personne qui n'a pas été diagnostiquée psychiatrique et pourtant, c'est pas comme ça qu'on évalue voilà, si vous prenez une personne cis, apparemment, ils sont malheureux ces gens. Moi je vois des études passer sur les meufs, le patriarcat, les mecs, ouais mais même avec le patriarcat c'est pas top, oh là là, la pression, tu te rends pas compte, gna gna gna, enfin, ça a l'air pourri vos vies. Hein. Du coup, on est quand même dans cette espèce d'idée où en fait on se rend compte qu'on essaie d'attraper le même objet et qui traîne à travers d'un cadre biopsychosocial. On adore biopsychosocial. On n'a jamais fait un seul modèle biopsychosocial en psychiatrie, mais on le dit tout le temps.
Dire, oh, biopsycho, on n'est pas biopsychosocial. C'est juste, en fait, on a un modèle qui tient pas la route au niveau biologique, on a un modèle qui tient pas la route au niveau psychologique, et on a un modèle qui tient moyen la route au niveau social. Du coup, bah, comme l'autre tient un peu la route, on est obligé d'écouter ce qu'il dit, mais en fait, chacun fait un peu sa chapelle. Et en France, on kiffe le biologique. Bien, si vous prenez notre gouvernement, ils sont à fond, ils kiffent. Le biologique, c'est le truc le plus proche de la thune que vous pouvez trouver. Pendant un temps, on a eu des mouvances, on aime bien le psychologique, le blabla, la construction, les machins, les trucs. En ce moment, on est dans un truc beaucoup plus social. Parce qu'en fait, c'est des questions sociales. Et pourquoi est-ce qu'on aborderait des questions sociales sous l'angle biologique ou sous l'angle psychologique? Je veux dire, les gens qui abordent les questions sociales sous l'angle biologique, qu'on soit clair, c'est des fascistes. Du coup, c'est un enjeu politique. Parce que votre production scientifique, elle produira jamais que ce que vous cherchez et que ce que vous allez vouloir trouver. Là, actuellement, on est dans l'expertise. Et on fait des journées sur l'hyper-expertise, d'hyper-expertise, parce qu'on est dans un gouvernement qui aime bien l'expertise, parce que c'est ce qui fait des sous en ce moment. Jamais ça a été quelque chose qui a un sens au niveau organisation des soins. Du coup, on est dans une question politique. La production scientifique, actuellement, vous écoutez la HAS ou vous écoutez n'importe quelle autorité, ce que les gens vous disent, c'est on n'a pas assez de données, on ne sait pas, il faut produire des données. Et t'es là, genre, vous foutez de ma gueule. En fait, moi, j'ouvre le précédent rapport de la HAS de 92, vous disiez déjà qu'il faut produire des données, vous n'avez jamais produites. Et en plus de ça, le seul intérêt de dire qu'il faut produire des données, c'est de justifier de rien foutre. Et entre nous, il y a plein de trucs sur lesquels il faudrait produire des données. Enfin, je veux dire, comment on peut vivre dans un pays où c'est ok de mettre de la risperidone à un gosse, mais c'est pas ok de l'accompagner sur un parcours d'affirmation? C'est pas comme si ça avait pas lui foutre en l'air son expression de genre, risperidone. Je veux dire, il y a quand même une class action de plusieurs centaines de milliers de personnes qui attaquent le laboratoire pour gynécomastie et compagnie et compagnie. Mais c'est cool, on peut abreuver l'aide sociale à l'enfance de risperidone et de neuroleptiques, mais alors mettre des hormones à un gosse, ça va pas. Du coup, deux trucs. Un, c'est purement politique. On trouvera pas. La science, c'est une façon de répondre aux questions. Le politique pose les questions. Si vous n'avez pas le politique qui est aligné, ça sert à rien. La production scientifique, elle est bonne à mettre à la poubelle. Les gens qui bossent sur la production psychiatrique sur PubMed vous disent 90% des publications sont à mettre à la poubelle. La production scientifique est complètement dérégulée parce que c'est cool de produire des choses, parce que ça donne l'impression d'eux et ça permet de récupérer des budgets, parce que le seul truc qu'on attend, c'est de donner des arguments politiques. La finalité du truc, on s'en fout. Je mets toujours Audrey Lorde parce que je pense que c'est un truc important. Les outils du maître vont jamais démonter la maison du maître, vous serez jamais sauvé par le système qui vous oppresse, faut arrêter d'y croire. Le système qui vous oppresse, il vous oppresse plus ou moins bien et s'intéresse à savoir s'il faut un accoudoir ou des cacahuètes dans la prison, mais il s'intéresse pas à savoir ce qui se passe dehors. Du coup, je passe la caméra à mon collègue. Merci. Ce qui est bien, c'est que c'est facile de parler après toi, c'est cool. Bonjour. Donc moi, j'ai écouté toute la journée avec beaucoup d'intérêt et au fur et à mesure, j'ai gribouillé des trucs en plus sur ce que j'avais prévu. Puis là, Lee après a parlé et a dit 80% de ce que je voulais dire. Je me suis dit, oh, c'est cool, du coup j'ai le temps, je vais arrêter de parler super vite. Non, mais c'est super. Et en fait, je vais me présenter un petit peu parce que en faisant ça, ça a résolu un certain nombre de mes questions. Donc moi, je suis à la fois une personne trans, une personne autiste et psychologue qui accompagne des personnes trans et des personnes autistes. Et des personnes trans et autistes. Et du coup, je me disais, mais de quel angle je parle? Parce que j'ai des expertises de partout. Je peux me la péter 5 minutes. C'est-à-dire une expertise qui est vraiment multifocale, qui est à la fois professionnelle, à la fois de concernés, à la fois de personnes qui accompagnent des personnes concernées, qui est une expérience pair, une expertise pair. Et du coup, je me disais comment je vais faire. Et quand on a préparé nos diapos avec Anna, je suis quelqu'un de très minutieux. Et là, je me suis lâché. J'ai vu ces diapos, je me suis dit, vas-y, je vais dire, je suis qui, je vais faire quoi. Voilà, je vous résume les choses. Donc, je vais vous dire que des personnes autistes sont trans. En fait, aujourd'hui, ça a été dit plusieurs fois de plusieurs manières différentes, mais en fait, il faut que ça rentre. Malheureusement, aujourd'hui, moi, je travaille en Île-de-France en tant que psychologue. Donc, je travaille pour l'association Espace Santé Trans, qui est une association d'autosupport et d'accompagnement des pratiques des professionnels de santé en santé trans. Je travaille en cabinet privé. Et je me retrouve à désespérer de jusqu'ici n'avoir aucune des personnes que j'accompagne qui est à la fois trans et autiste, qui est diagnostiquée autiste correctement. Donc j'ai été à la rencontre du CRA du coin en disant coucou, est-ce qu'on peut discuter? Et en fait la réponse c'est quand j'ai pris la parole publiquement, ça a été mais non, c'est pas vrai. J'ai mis il y a des papiers scientifiques qui disent quand même qu'il y a des personnes trans autistes. Non, non. Et c'était un non, une fin de non-recevoir. Donc déjà je suis content d'entendre que c'est pas toujours partout pareil, c'est très agréable. Mais blague à part, c'est aussi pour enfoncer le clou. Donc je vais rien vous dire de très nouveau, je vais juste vous le dire différemment et 2 fois moins vite qu'Anna. Parce que je suis fatiguée en plus. Mais du coup, voilà, j'essaie de vous proposer, je vais du coup faire un résumé de ce qui a été dit. Une compréhension qui est multifocale des parallèles entre autisme et transidentité, parce que en accompagnant les personnes, j'ai bien vu qu'il y avait des problèmes qui étaient assez similaires et bon.
Chercher une étiologie à quelque chose pour pouvoir le comprendre et l'accompagner, c'est pas une très bonne idée, ça a été dit. Et ça sert pas du tout aux personnes. Donc, il faut savoir à quoi on sert quand on cherche une étiologie. On peut se poser la question. Moi, je vais parler donc du coup aujourd'hui. Ça y est, j'ai décidé. Je parle en tant que psychologue. En tant que psychologue, je me dis à quoi ça sert de savoir pourquoi les gens sont comme ils sont. À quoi ça me sert? Qu'est-ce que ça produit pour moi? Qu'est-ce que ça apporte à ma clinique, à mon écoute, à l'accompagnement que je vais produire? Bon, j'ai envie de répondre pas grand-chose, ça dépend, c'est peut-être un peu plus nuancé que ça, mais les approches étiologiques, elles servent pas les personnes, ça j'en suis certain. Du coup, avec des personnes trans comme avec des personnes autistes, et donc avec les personnes à l'intersection, comme l'a bien démontré Lee, on a un enjeu de psychiatrisation d'une expérience minoritaire, que ce soit une expérience minoritaire de la façon de se penser, de se vivre, ou la façon de penser ou vivre son genre. Finalement, c'est pas la majorité des personnes qui se vivent trans ou qui se vivent autistes au grand jour. Ce qu'on a appelé jusqu'ici un gatekeeping, entre autres médical, donc le gatekeeping, c'est-à-dire le fait de conditionner l'accès à des droits, à des soins par notamment un diagnostic, ou en tout cas un petit cerceau de feu dans lequel il faut sauter pour être pile au bon endroit, c'est un problème. Des soins sans écoute, sans bienveillance, sans expertise, parce que malheureusement, ici on a un peu le gratin du gratin, mais dehors c'est pas si sympa que ça. La plupart des personnes trans n'ont pas encore affaire à des professionnels de santé qui les accompagnent correctement, et les personnes autistes c'est pareil. Ou alors qui les accompagnent correctement avec de l'infantilisation, ou alors qui sont très safe et très gentils mais qui n'y connaissent pas grand chose et qui du coup disent des bêtises avec beaucoup de bonne volonté, etc. etc. Ça c'est le commun, je vois des gens qui sourient, mais c'est le commun des expériences aussi de l'autosupport associatif, quel que soit l'endroit où on se place. On a aussi quelque chose qui est vachement intéressant, c'est le rôle des pairs dans l'auto-identification, parce qu'en fait on peut s'auto-identifier comme autiste, comme le disait Lee, et c'est un vrai enjeu, et j'aimerais vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit ouvert dans vos esprits en repartant ce soir, sur pourquoi il faut diagnostiquer l'autisme, alors qu'en fait ça ressemble presque pas à une maladie. De quoi il s'agit en fait, pourquoi on fait ça, à qui ça sert, à quoi ça sert, vraiment pas des enjeux de est-ce qu'on est gentil, est-ce qu'on est méchant, est-ce qu'on est militant, ou est-ce qu'on est sérieux et professionnel, parce qu'on peut pas être les deux. Coucou, j'existe. C'est vraiment un point que j'aimerais que vous ayez en tête, parce que ça pose des milliers de questions qui ont été développées de mille manières, mais vous commencez à avoir un peu le problème. La question de l'auto-identification chez les personnes trans, on la connaît, c'est ce pourquoi on se bat. S'auto-déterminer, s'auto-identifier, ça passe par quoi? Ça passe par le fait de savoir que ça existe, le fait de rencontrer des contenus qui nous explicitent les choses et qui nous permettent d'y accéder, avec les moyens qu'on a de compréhension, et le fait d'accéder à des pairs qui vivent des choses similaires pour échanger et pour confronter les vécus et se reconnaître. On voit bien que ces enjeux-là, ils sont vraiment assez similaires dans les enjeux d'autisme et dans les enjeux de transidentité, et quel que soit le niveau de développement des personnes. J'y reviendrai parce qu'il y a eu des questions sur la question de la déficience intellectuelle, et je pense que c'est une mauvaise question, enfin, une mauvaise façon de poser la question, à mon avis. Je reviens pas trop sur la littérature, mais il y a quand même des chiffres sur les trans qui sont autistes. Il y a quand même des papiers, enfin comme vous l'avez montré, il y a des gens qui disent, qui font des hypothèses sur la transidentité. Donc on a Walsh en 2018 qui a sorti un papier qui dit que les autistes se perçoivent probablement différemment ou moins et se soucient moins des enjeux sociaux de genre, et que c'est peut-être pour ça qu'ils font des coming out. Ça, c'est une hypothèse qui a été formulée. De la même manière, il y a une proportion plus élevée de personnes non binaires qui a été relevée dans 3 papiers au moins. Celui de Walsh en 2018, le même, celui de 2020, et un papier de Adams qui était cité tout à l'heure en 2022. Juste, voilà, si ça vous intéresse et que vous aimez lire la littérature scientifique, vous pouvez la trouver et ces noms-là vont vous aider. Moi, le problème, voilà, c'est que on a des papiers, on a de la littérature, on a des gens qui bossent sur la question d'un côté. Et de l'autre, on a des gens qui sont dans une galère qui continuent d'exister et qui n'ont pas forcément de moyens. Plus on avance, j'essaie de regarder l'heure, plus on avance dans la question des difficultés des personnes trans et autistes, plus on peut mettre la focale sur les personnes et spécifiquement leurs besoins. Si ces personnes sont trans, autistes et mineures, c'est compliqué. Si ces personnes sont trans, autistes et précaires, c'est compliqué. Si ces personnes sont trans, autistes et racisées, enfin vous me suivez sur la question d'intersectionnalité dont parlait Lee, et en fait on se retrouve avec des choses qui disent oui les gens peuvent, et la réalité du terrain qui dit que non les gens ils ont rien. Donc c'est de ça qu'on a envie de parler aujourd'hui. J'avance, je suis en train de me stresser. Du coup, alors on m'avait dit de pas mettre trop de trucs en anglais, mais j'ai pas trouvé de version anglaise et j'ai pas réussi à gommer sur mon ordi à écrire en français. Mais en gros, l'idée c'est que le spectre de l'autisme, c'est pas moins autiste ou plus autiste. C'est pas comme ça le spectre, c'est pas cet étalement-là. C'est un spectre pour chaque personne qui est étalé
avec des compétences et des difficultés qui sont différentes. Donc on a les compétences sociales, les hyperfixations, le besoin de routine, les problèmes sensoriels, le besoin de stimer, les troubles et les difficultés de perception ou les perceptions exceptionnelles, les problèmes de fonction exécutive, d'autres difficultés, etc. C'est plutôt à ça que ça ressemble l'autisme, et encore c'est une schématisation. Ça c'est issu des blogs de personnes concernées qui racontent et expliquent leurs besoins. C'est intéressant d'avoir ça en tête parce que quand on se fie au DSM-5, même si la version TR, donc révisée, j'ai le texte révisé là qui est sorti, commence à dire mince, c'est pas terrible les niveaux en fait, ça marche pas dans la clinique. Donc bon, on va finir par converger un jour, hein. Peut-être. Du coup, on se retrouve avec un empilement de critères du DSM qui n'est pas la réalité de l'autisme. On se retrouve avec des enjeux intrinsèquement validistes avec les enjeux de fonctionnement, et on pourrait se dire c'est quoi fonctionner. C'est quoi fonctionner, par exemple, donc j'ai parlé tout à l'heure du travail de Noah Adams, c'est un collègue avec qui je travaille régulièrement, qui est un chercheur trans et autiste, et on se disait, on a formé des professionnels de santé, on se disait que être un homme cis, par exemple, des fois c'est pas très bien fonctionné, mais c'est hyper bien vu. Un homme cis qui ne sait ni faire la cuisine quand sa femme n'est pas là, ni ranger ses chaussettes, ni faire enfin, moi je pense qu'il a un certain niveau de dépendance et une absence d'autonomie, donc c'est pas perçu comme tel. C'est un peu pour la blague, mais en vrai, c'est quoi fonctionner et qui dit qu'on fonctionne. Donc voilà, le diagnostic pour parler des besoins des gens, bof quoi, vraiment bof. Du coup, le modèle social du handicap dont parlait Ali, ça me paraît vraiment un point de départ très important. Et donc se centrer sur les besoins et les adaptations. Donc quels sont les besoins des personnes autistes? Plutôt des adaptations quand ça marche pas à cet endroit-là. Tout à l'heure, j'ai parlé, quand on était dans les questions, de camouflage social. Moi, j'ai échappé au diagnostic d'autisme et franchement, vraiment, j'ai été un peu vexé d'être diagnostiqué autiste parce que je pensais que c'était très étonnant, que j'ai toujours adoré bosser avec des personnes autistes, que je m'entende très bien avec mes patients autistes, que je comprenne vraiment bien ce qui se passe, que ce soit super, mais ça pouvait pas être moi. Ça s'appelle du validisme intériorisé en fait, comme la transphobie internalisée, etc. Donc en gros, je me suis retrouvé à être cette personne cisgenre et neurotypique qui accompagnait des personnes trans et autistes jusqu'au jour où en fait j'ai fait ma transition et où j'étais diagnostiqué autiste. C'est ça l'histoire. Du coup, moi je me suis vraiment confronté à quelque chose qui est assez spécifique aux minorités de genre, aux femmes mais aussi aux minorités de genre et aux minorités tout court, c'est le camouflage social. Le camouflage social, c'est le fait que vous êtes des êtres sociaux, que vous soyez autiste ou non. C'est pas parce qu'on est autiste qu'on n'a aucune compétence sociale ou qu'on n'a aucune connaissance du social, juste des fois on s'en fout aussi, faut bien le dire. Mais on se retrouve à devoir cacher des traits par honte, par dénigrement, par rappel à l'ordre, parce que l'éducation c'est aussi ça, et à apprendre que c'est pas bien ce qu'on fait. On sait pas pourquoi, on n'a toujours pas compris pourquoi il fallait pas le faire, mais on a appris que c'était très mal de le faire et qu'on n'allait pas le faire. Donc on apprend beaucoup de choses parce qu'on est très fort pour apprendre, et on camoufle un certain nombre de traits sociaux qui ont l'air autistes, qui ont l'air ouvertement autistes, mais dont on a appris, surtout quand on est éduqué en tant que personne minorisée, donc notamment en tant que fille, mais pas seulement, il n'y a pas que le biais sexiste. J'insiste là-dessus, c'est vraiment important. Et on se retrouve à camoufler ces traits-là, et au final, au moment où on commence à se dire mais peut-être que je suis autiste, on vous répond, ce que montrait Anna sur son petit mime tout à l'heure, mais non, il faut regarder dans les yeux. Ah, super, merci, j'ai appris. Enfin, j'ai appris et puis je me force, et puis voilà, enfin bref. Le handicap, ça marche pas comme ça. Il me reste 5 minutes, très bien. Donc je vais me dépêcher. Du coup, moi, j'ai voulu apporter ce que j'avais dans ma besace qui me sert à travailler en tant que psychologue. C'est une littérature qui part de la double expertise des personnes qui sont à la fois trans et autistes et qui des fois sont autre chose. Donc Finn Gratton, dont il a été question ce matin, il a écrit un bouquin qui s'appelle Soutenir et accompagner les personnes trans et autistes, jeunes et adultes, un guide pour les professionnels et les familles. Alors il est qu'en anglais, mais vraiment, vraiment ça aide. Donc il y a vraiment des moyens d'accompagner correctement les personnes trans et autistes si on arrive à mettre Google Translate et traduire en français si on ne connaît pas l'anglais, mais ça existe. On a Noah Adams qui a conduit une étude sur l'histoire et la vie des personnes trans et autistes, parce qu'elles sont souvent pas comprises, pas perçues, etc. Donc ce bouquin, c'est des entretiens sociologiques de personnes trans et autistes avec toujours les mêmes questions. C'est extrêmement intéressant. Je vous recommande vraiment la lecture de ce bouquin. Encore une fois, pour les personnes concernées, The Autistic Trans Guide to Life, donc un guide de quand tu es une personne trans et autiste, comment tu t'en sors, écrit par des personnes concernées. Un témoignage d'une femme qui est gay, autiste, trans, et qui explique comment elle vit sa vie et son point de vue situé, à quoi il ressemble. Pour les personnes qui n'ont aucune compréhension de ce qui se passe pour nous, vous avez moyen d'avoir une compréhension de ce qui se passe pour nous.
Et enfin, le bouquin de Devon Price auquel je fais souvent référence, qui s'appelle Unmasking Autism, qui parle justement du camouflage social et qui élargit la question du camouflage social à la question effectivement du fait d'avoir été rappelé à l'ordre incessamment et qui remet en question ce thème de l'autisme féminin qui serait un peu particulier. Et donc les filles, mais c'est pas les filles en fait, c'est les filles, les personnes trans, les personnes diverses de genre, les personnes racisées aussi. Quand on est noir et qu'on a des traits autistiques, on a 80% de chances de voir un diagnostic de schizophrénie et pas d'autisme. Voilà. C'est des choses comme ça. Je vais plus vite parce que je sais que j'ai plus beaucoup de temps. Je voudrais vraiment qu'en partant, vous lisiez ce papier qui a été écrit par une de mes meilleures copines et qui est vraiment trop bien. Donc je vais vous faire un point là-dessus, vraiment plus spécifique, et après je conclurai. Ce papier, il a été fait sur les études féministes et neuroqueer qui travaillent sur la production des savoirs sur l'autisme et le genre, et elles ont donc utilisé tous les papiers écrits de ce point de vue-là, et donc c'est hyper rafraîchissant, pour voir c'était quoi les biais de genre dans le diagnostic de l'autisme. Et en fait, déjà, les femmes, dans ces papiers-là, c'est les mères des autistes, les fameuses mères frigidaires, les mères qui sont responsables de ceci, ça, mais c'est jamais des femmes qui sont autistes. C'est toujours les mères des enfants autistes, ou des mères courage, qui s'occupent bien de leurs enfants, etc. Il n'y a pas de mère d'autistes, de femmes en tout cas, qui soit autre chose qu'une mère. Très intéressant. Les garçons, ils sont des garçons blancs de bonne famille, hétérosexuels, et en tout cas, on vise à ce qu'ils soient hétérosexuels. C'est très intéressant de faire attention à cette représentation masculine de l'autisme qu'on connaît bien. Et donc, je voudrais vous parler de 2-3 petits trucs un peu de mon champ de psychologue. En psychologie, on utilise beaucoup les travaux de Baron Cohen, qui a travaillé sur l'autisme et qui a quand même théorisé un truc qui s'appelle le cerveau hypermasculin. Donc dans l'autisme, on a un cerveau hypermasculin qui nous conduit à systématiser les choses, et le contraire de la systématisation, vous le savez très bien, c'est l'empathie. Et l'empathie, c'est les femmes. Donc en fait, les garçons, c'est des autistes, et les filles, c'est pas des autistes. Voilà. C'est un peu une blague, hein, dit comme ça, mais en fait, ça conduit vraiment, dès la définition de l'autisme, à conduire à l'absence de diagnostic des personnes qui ne sont pas dans cette hégémonie masculine et masculine occidentale, telle que on pense les hommes à un moment précis, parce qu'on a parlé de Louis XIV ce matin, c'est pas la même chose. En gros, ce que disent les études, dans les analyses qui sont faites, c'est qu'on ne supporterait pas d'accéder au trouble dans le genre qu'est l'autisme. Moi, je trouve ça hyper intéressant de le voir comme ça. Les intérêts spécifiques des femmes sont passés sous les radars misogynes, c'est-à-dire que s'il y a un loisir féminin très très investi, comme le tricot par exemple, c'est une marotte, c'est pas un intérêt spécifique. Les femmes, elles peuvent pas avoir des intérêts spécifiques, elles ont des trucs de bonnes femmes. L'expertise féminine, c'est une blague, non etc. Donc en fait, on voit à quel point les biais genrés, ça empêche de voir l'autisme là où il est. J'ai envie de vous parler de mon ami Lovas qui a inventé l'ABA, parce que vraiment c'est pas mon ami en vrai. Avant, dans sa perspective behavioriste, donc il a participé à inventer une technique. Pardon, je vais vraiment me dépêcher. Il a participé à inventer une technique qui consiste à rectifier les comportements des autistes et à les rendre moins autistes, ce qui ne marche pas, et les rend très malheureux. En fait, avant ça, il avait travaillé sur un projet qui s'appelle The Feminine Boy, qui consistait à faire que les petits garçons qui avaient l'air un peu trop efféminés ne deviennent pas trop efféminés. Si on parle de thérapie de conversion pour les personnes trans, je pense qu'on peut aussi parler de thérapie de conversion pour les personnes autistes, et que la base en fait est un peu la même. Donc voilà, des cadres conceptuels à revoir. En gros, la transidentité, quand elle est expliquée, elle est soit invalidée dans l'autisme, parce que c'est un intérêt spécifique, soit explicative, c'est pour ça en fait que c'est un homme trans, parce qu'en fait il a un cerveau hyper masculin. Voilà. Donc finalement, j'ai pas du tout raconté ce que je voulais raconter, mais voilà mes propositions. On arrête de diagnostiquer les gens, vraiment, et on écoute l'autodétermination des personnes. On utilise les approches neuroaffirmatives parce qu'elles existent, et donc les approches neuroaffirmatives, elles sont basées sur la reconnaissance de la neurodiversité, c'est-à-dire que les personnes autistes ne sont pas des versions abîmées ou dégradées des personnes neurotypiques, mais des personnes différentes. Les principes, c'est que l'autisme, c'est pas une maladie, c'est un neurotype. On peut dépathologiser les manifestations de l'autisme, comme on a des psychiatrices de la transidentité par ailleurs. On peut arrêter de corriger les comportements et les pensées et accompagner en se centrant sur les besoins, et travailler en tant que professionnel de santé mentale avec de l'humilité culturelle, comme on le fait avec les personnes trans, quand on pratique des approches transaffirmatives, c'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas forcément au courant de tout ce que vivent les personnes d'un point de vue très spécifique qui est le leur. À partir de là, ça ouvre plein de possibilités dont j'ai pas le temps de parler, mais merci de m'avoir écouté. Eh ben, merci beaucoup. Bon, ça bouscule, hein. Moi, je l'avais déjà entendu une fois, alors ça va, mais je sais que la première fois, c'est un peu... en tant que professionnel, on se remet en question, hein, ça fait toujours un peu mal. Mais voilà, c'est...
Ouais, franchement, ouais. Mais voilà, donc c'est toujours des questions qu'on a à se poser, se reposer dans notre juste place dans l'accompagnement des personnes. Donc c'est toujours bien de l'entendre. Est-ce qu'on a peut-être le temps pour 1 ou 2 questions maximum? Merci. Déjà, merci pour vos 2 présentations parce que sans être professionnel de santé, mais concerné, je me suis beaucoup reconnu, j'ai beaucoup ri, ça m'a fait plaisir de voir quelques mèmes. En plus, je passe trop de temps sur Internet pour les avoir reconnus tout de suite. Moi, j'avais une question notamment par rapport à Baron Cohen, qui a été mentionné en début de journée et dont on me parle depuis que j'ai mon diagnostic. J'apprécie que tu aies mentionné le fait qu'il y ait cette idée d'hypermasculinisation, parce que moi, ce qui m'a empêché de lire ses travaux, c'est que il a justifié justement cette hypermasculinisation pour dire que c'est pour ça que les petites filles se prenaient pour des petits garçons. Et donc, je sais que c'est une sommité importante sur cette question-ci. Est-ce que on a peut-être d'autres personnes qui peuvent être prises en compte ces dernières années, qui ont plus parlé au niveau de leur expertise en tant que personnes concernées ou non, personnes travaillant, sur ce rapprochement entre autisme et transidentité, plutôt que cette hypermasculinisation qu'on peut avoir du côté de Baron Cohen? Ça marche, oui. Je pense notamment à Finn Gratton que j'ai mentionné, qui est psy, qui travaille avec qui accompagne, une personne trans et autiste, qui accompagne des personnes trans et autistes et qui a vraiment écrit sur la question. Je pense que c'est un bon point de départ. Son bouquin est vraiment super. Il est très pragmatique et il répond aux besoins. Enfin, il pratique déjà une approche neuroaffirmative et transaffirmative sans le dire comme ça nécessairement. C'est-à-dire que ça part des besoins des personnes et ça donne vraiment des solutions pour les professionnels très très claires de comment je fais pour favoriser l'autodétermination d'une personne qui est trans et autiste et dont je ne suis pas sûr du niveau de compréhension. Comment je fais pour que son consentement éclairé soit vraiment un consentement éclairé et m'en assurer, c'est mon rôle de professionnel de santé. Comment je fais et donc pour revenir sur la question des niveaux intellectuels, parce que je l'ai pas fait tout à l'heure, et désolé, j'en profite. En fait, c'est pas ça le problème, et ça a été dit plusieurs fois, mais le problème c'est de s'assurer qu'on a le moyen de communiquer avec la personne. Moi j'ai travaillé avec des personnes autistes pendant 12 ans en hôpital de jour, notamment des enfants. J'ai un certain nombre d'enfants qui m'ont fait part de leur identité de genre d'une manière complètement détournée, avec des couleurs, avec des rubans, avec des façons de poser des trucs, des vêtements, des attributs sociaux, des façons de signer, parce que moi je pratique le Makaton, et donc le Makaton c'est une méthode avec des pictogrammes et des signes, et sans le verbaliser, c'est pas la question. Mais il y a moyen de s'exprimer quand on a les moyens d'être entendu. Moi, j'en suis convaincu. Et c'est pas pour faire de l'angélisme ou quoi. Je pense que tout le monde peut s'autodéterminer à condition qu'on s'en donne les moyens. Le problème, c'est qu'on s'en donne pas ou on n'en a pas les moyens. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Vous êtes tous un peu sous le choc, peut-être, ou fatigués. Est-ce que, Clément, est-ce que tu peux donner la référence, c'est moi, ouais, la référence du guide que tu m'as montré tout à l'heure? Ah oui. Voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui, moi aussi d'ailleurs, je l'ai pas noté. C'est vrai, tu as raison. Désolé, je le cherche. Donc c'est toujours en anglais, hein, je ne trouve jamais rien en français pour l'instant. Ah oui, j'avais plein de trucs à dire aussi par rapport à ça. C'est super, hein. The Adult Assessment Handbook de Davida Hartman et collègues, qui est un bouquin qui part du principe qu'on va diagnostiquer l'autisme chez les personnes adultes à partir d'une perspective neuroaffirmative. Et elle donne plein d'outils pour le faire, et plein d'exemples, et plein de marches à suivre, et c'est quand même très intéressant. J'ai oublié de vous dire qu'effectivement, en français, en réalité, comme je trouvais pas de trucs en français, je m'y suis mis, et donc on travaille avec des collègues, donc notamment Noah Adams, qui est canadien anglophone, et qui est venu rencontrer les assos trans, et du coup on a travaillé à une boîte à outils pour les professionnels qu'on est en train, avec différents professionnels de par le monde, de tester et de travailler pour donner des formations, parce que former les professionnels c'est pratique quand même. Ça aide, et aussi avec l'Institut de santé trans dirigé par Françoise Susset au Canada francophone, on travaille également à une formation et on anime des groupes de supervision. Voilà. C'était l'instant pub que j'ai oublié de faire. Eh ben, merci beaucoup. On peut remercier Anna Balège et Clément Maud pour... Non mais je suis désolé, attendez. Juste que je sache, c'est pour ma culture personnelle. Parce que d'habitude quand j'interviens et que je commence à expliquer que les psychiatres c'était le pilier du nazisme, en général les gens, il y en a toujours un ou deux qui clignent un peu des yeux. Il y en a quand même 2-3 qui sont là en mode t'as des refs. Il y en a plein, hein. Allez sur PubMed, tapez nazi, psychiatrie, il y en a plein. Mais je veux dire, c'est parce que Laurent Wauquiez est président de région ou ça a rien à voir? Ça a rien à voir. Tout le monde est OK? Tout le monde est OK. Ok, super, c'est cool. Je suis venu pour rien, quoi. Je me suis levé à 4h du matin. Déçu. Bon, et ben merci. Et puis...